Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, pour ce 6e épisode, je reçois Laure, qui est diététicienne et experte en alimentation végétale. Elle est également spécialisée dans le suivi de pratiquants amateurs et professionnels de divers sports de combat. Nous parlons de la problématique de la perte de poids, commune à de nombreux sports qui nécessitent d'être pesés juste avant la compétition, de l'intérêt des végétaux dans notre alimentation à tous, mais aussi des compléments alimentaires intéressants ou non pour les végétaliens, mais aussi pour les autres, en particulier de la fameuse vitamine B12. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Écoute, bienvenue sur le podcast. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laure Rubinstein, je suis diététicienne, nutritionniste, spécialisée dans la nutrition sportive et formée dans la nutrition végétale, notamment. D'accord, ouais, j'ai vu ça, que tu mettais sur ton profil, que tu étais experte en alimentation végétale. Qu'est-ce qui t'amène à dire ça et surtout, qu'est-ce que tu mets en avant, qu'est-ce que tu veux mettre en avant en disant ça ? Ça m'amène à que je suis experte, tout simplement ma formation, enfin mes formations plutôt, au cours de mon cursus. Et puis, étant moi-même végétarienne à tendance végétalienne depuis presque plus de 10 ans maintenant, donc ça remonte. Je suis très impliquée dans l'accompagnement des personnes qui ont une alimentation, je dirais, végétale, hein, pour regrouper un peu tout le monde. Parce que souvent les personnes se lancent dans cette démarche sans vraiment prendre conscience des impacts et des choses à mettre en place. Donc, voilà, ça m'a semblé évident de relier mes convictions personnelles et ma passion, mon métier, en fait, de relier un peu tout. Voilà. D'accord. Alors moi, je sais pas trop un peu ce qu'il y a dans les cursus de formation pour devenir Ouais. diététicien. Est-ce que c'est quelque chose auquel, on va dire, l'ensemble des gens qui suivent ce genre de formation sont sensibilisés, ou est-ce que c'est toi qui as dû aller chercher comment dire, des infos qui étaient peut-être pas dans les cursus entre Ouais. guillemets scolaires ? Alors, écoute, le cursus de base pour être diététicienne diplômée d'État et reconnue, c'est le BTS diététique ou le DUT diététique. Dans ce cursus-là, on l'évoque, le régime végétarien et végétalien, mais assez général, on va dire. Euh, donc, c'était insuffisant. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit par mes convictions, je m'y suis intéressée de mon côté via des recherches, des livres, etc. Et après, j'ai fait des formations complémentaires qui vont parler surtout de micronutrition, et D'accord. notamment de la micronutrition pour l'alimentation végétale. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on consulte des diététiciens qui ne sont pas spécialement sensibilisés à la question, et qu'on parle d'un régime végétarien ou végétalien, Oui. on a plutôt tendance à ce que ce soit traité comme une exception. Ah d'accord, ce monsieur est végétarien ou végétalien, presque comme si c'était une maladie, tu vois. Et Ouais. donc on va s'adapter à ça, mais pas plutôt, enfin on n'est pas dans l'inverse où le diététicien ou la diététicienne va amener une personne qui est pas forcément végétarienne à Mhm. végétaliser un petit peu son alimentation. Est-ce que toi, c'est quelque C'est chose que tu as tendance à faire du coup ? C'est une très très bonne question et remarque. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est qu'il faut un régime végétal, on va vraiment regrouper végétarien, végétalien, etc. On va dire ça, n'est pas synonyme de régime santé. Donc quand tu parles de quelqu'un qui vient, je suis végétarien, je suis malade, ça pas du tout. Mais c'est pas, je veux devenir végétarien pour ma santé. Mmh. C'est pas, ça a pas de corrélation. Je deviens végétarien, enfin directement. Après, s'il y a des problématiques plus spécifiques personnelles au niveau de la santé et que c'est plus intéressant de venir, s'orienter sur une alimentation végétale, OK. Mais, il y a aucune preuve qui montre que c'est plus, qu'il y a plus des vertus santé que d'autres, alimentations, et je dirais même que le seul qui a été montré
scientifiquement parlant, à moult reprises, c'est plutôt l'alimentation méditerranéenne, régime méditerranéen, très connu, de tous, sur ça. Et 2e chose, j'incite bien sûr à ce que les gens végétalisent et diversifient au maximum leur alimentation. Parce qu'il est vrai que la plupart des personnes ont une alimentation très carnée, très, pauvre en micronutriments, heu, pas assez variée et cetera. Donc oui, bien sûr, j'incite à de la diversification, à tout ça et à accompagner les personnes, dans une alimentation végétale, que ce soit omnivore ou végétarien et cetera, on peut autant avoir des problèmes de santé, l'un comme l'autre, absolument. Tout à fait, ouais. Après, c'est ce que Mmh. tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est un peu navrant peut-être, c'est de se rendre compte que le régime méditerranéen dont tu parlais, qui est pas un régime, 100 végétal, mais qui inclut en fait beaucoup Oui, plus de végétaux que ce que la plupart des gens qui sont pas spécialement végétariens aujourd'hui, mmh, consomment. Il se rapproche plus, en fait, ce régime méditerranéen qui serait a priori idéal, pour beaucoup de gens, se rapproche beaucoup plus de ce que fait un végétarien aujourd'hui que de ce que fait, monsieur tout le monde, quoi. absolument, même d'un flexitarien, Mmh. Oui, ou c'est ça. pesco, on va dire, ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est presque un peu, l'ancêtre du flexitarisme, quoi. Oui, 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 c'est vrai, tu as raison Martin. Voilà et du coup, bah, toi, tu es aussi pratiquante de sport de combat toi-même, je crois? Oui, je pratique du MMA depuis, bon là, j'ai un petit peu arrêté depuis 1 an et demi, mais je compte reprendre, donc ça fait, ouais 3 4 ans par là, en ama en amateur ou amatrice, amateur. D'accord, ouais, tu as fait Ouais. quelques combats aussi, ou c'est Bah, plus loisir? malheureusement, il y a le covid qui est passé par là quand je devais débuter les compétitions, mais donc tout s'est arrêté. Mais un petit peu d'interclub, Mmh. voilà et puis, ça me titille, ça me manque. Donc, je serai forcément amenée à reprendre tout ça, bien sûr. Voilà. D'accord. Donc, le MMA est venu à moi, Beh, naturellement. le milieu des sports de combat, c'est un milieu que tu côtoies depuis longtemps, si j'ai bien compris? Bah, oui, voilà, depuis 2018 en fait, hein. Ouais. D'accord. Fin 2017, début 2018, c'est Parce ça. que moi, j'ai vu un petit peu sur ta page que tu avais, que tu avais participé à la préparation de pas mal d'athlètes, de sports de combat en particulier. Comment est-ce que enfin, qu'est-ce qui t'a amené à te, entre guillemets, «te spécialiser», vers ce type de profil? Ou est-ce que peut-être tu es pas spécialement spécialisé, mais tu les mets en avant? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Donc, je suis rentrée dans les sports de combat ouais, vers 2018, fin 2017, début 2018 et en fait, c'est venu à moi un peu naturellement de m'y intéresser davantage sur la nutrition du combattant, de ses besoins spécifiques, et je me suis rendue j'étais déjà diplômée, hein, donc j'ai été diplômée en tant que diète, en 2016, Mmh. d'accord et je je venais de m'installer en libéral, en cabinet, vers 2017 par là et forcément, les besoins nutritionnels du combattant, bon, je m'y suis penchée beaucoup là-dessus, on va dire et toutes ces particularités et je me suis rendue compte surtout, de toutes les méthodes, que les combattants pouvaient pratiquer, pouvaient mettre en place pour, leur prépa, pour arriver au poids le jour de la pesée. Parce que bien sûr, les sports de combat sont un sport à catégorie de poids, donc il faut respecter le poids et j'ai vu plein de choses que moi j'avais pas du tout, appris en fait, durant mes études et ça m'a semblé, dangereux et donc de plus en plus, bah, forcément c'est venu à moi, les contacts, le réseau et cetera, voilà. Donc de fil en aiguille, c'est devenu une spécialité en fait, finalement. Alors, Nutrition a sportive spécialisée à la nutrition du combattant, on peut dire ça. tu dis, voilà, les contacts sont venus à toi. Comment tu as créé ce réseau-là? Parce que tu as été cité dans des stories de quelques grands noms du MMA français. Enfin, il faut être un peu initié à ce milieu-là, mais quand même, c'est des gens qui pratiquent à un niveau, assez élevé. Comment tu as créé ce réseau-là? Comment tu t'es fait connaître de ces gens-là?
Beh, ça se fait naturellement en fait. On prend une personne en charge, et étant dans un club aussi, pratiquante, dans un club, je ne sais pas si on peut citer des noms de clubs? Ouais, bien sûr, au contraire, si tu veux leur faire, Bien sûr, une de la pub, c'est aussi fait pour. pub ou pas, mais j'ai pas de au contraire, Mmh, c'est une belle expérience. J'ai pratiqué beaucoup à la Snake Team, donc d'accord, forcément il y a eu des grands noms aussi là, dans ce club-là, et il y a toujours des grands noms bien sûr, bien sûr. donc voilà, après ça s'est fait bouche à oreille, naturellement, comme ça, tout D'accord. simplement. Ouais, donc bouche à oreille, c'est clair que la Snake Team, c'est une des teams les plus connues en France, quoi. C'est un réservoir de combattants de très haut niveau, donc Oui. c'est vrai que c'est cool. Du coup, ces athlètes-là, concrètement, quelles sont les plus grosses erreurs que tu as pu constater à un niveau, déjà amateur peut-être pour commencer? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de broscience dans les pertes de poids, notamment amateurs. Mmh. Qu'est-ce que tu as pu voir qui te choquait le plus? Le fait de pas manger, clairement. Ouais, Le fait tu veux dire des de jeunes, non encadrés quoi, des juste j'arrête de bouffer quoi? Ouais, j'arrête de manger, ou je mange que de la salade, que des fruits, ou vraiment c'est des des méthodes très, très drastiques et très dangereuses, et c'est hyper, révoltant en tant que professionnel de santé, avant tout, surtout chez les plus jeunes, honnêtement, et puis ils sont perdus, ils mangent pas, il y a les KOL et les méthodes de sudation, enfin les vêtements de sudation, les grosses déshydratations, ça plus d'un point de vue, professionnel. Mais quand c'est encadré, par contre, ça peut être, correctement fait, on va dire. Donc tu veux dire que ce genre de truc-là, Mmh. tu l'as vu, chez des amateurs, mais aussi chez des professionnels? Tu as des professionnels Mmh, qui traînaient comme ça, enfin qui faisaient des espèces de sèches de dernier moment en arrêtant de bouffer pendant plusieurs jours? Ça s'est vu ça? niveau professionnel, moins quand même. Mmh mh. Hem, Après, de nos jours, quand même, les combattants, sont beaucoup plus, initiés, sensibilisés, informés, et c'est moins tabou, le fait d'être accompagné, le fait Mmh. de prêter attention à avoir, l'apport énergétique qu'il faut, à pas avoir l'apport nutritionnel qu'il faut, et cetera. Mais le fait, c'est plus sur la déshydratation où je pense que c'est encore, délicat. Ouais, d'accord, et du coup, bah, toi, admettons, tu as un amateur ou un professionnel qui est encore dans ces pratiques un peu drastiques, Oui. un peu à l'arrache. Il te consulte, quels sont les premiers conseils que tu lui donnes? Déjà, on fait un état des lieux un petit peu de ses habitudes, alimentaires actuellement. S'il a eu beaucoup aussi de yo-yo, au niveau de son poids, c'est parce que plus, un combattant, et c'est très fréquent, ils font beaucoup de yo-yo avec leur poids, le métabolisme est totalement, perturbé, et c'est Mmh. encore plus délicat pour nous en tant que professionnels, à gérer, le métabolisme, honnêtement. Faut tout le rebooster, le refaire, en fait, et souvent les combattants ne mangent pas assez, honnêtement, par rapport à leurs besoins, par peur de prendre du poids, par peur de pas être au poids. Tu veux dire même loin des compétitions pour éviter de trop s'éloigner de leur poids de combat, ils mangent pas assez dans des périodes où au contraire ils s'entraînent très fort, c'est ça? Surtout en prépa, surtout en prépa. Quand D'accord, c'est hors prépa, il y a beaucoup de relâchement d'accord. qui fait que le poids peut monter assez haut, même parfois, et c'est encore plus difficile aussi de redescendre, surtout que, bon là, on parle un peu de ta question de base, mais quelque chose de très important que j'aimerais dire, c'est qu'il y a aussi l'aspect mental, et où ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire assez violents, et je l'ai beaucoup remarqué chez les judokas et judokates surtout, heu, où, voilà, les compulsions, alimentaires assez, importants, ou avec des grosses phases de restriction, heu, c'est ça peut engendrer beaucoup de conséquences, néfastes et dangereuses pour la santé mentale et physique. Ces Oh, fameux yo-yo, et ces fameuses gros régimes, diètes, très restrictives.
Alors pourquoi, à ton avis, en particulier les judokas, c'est juste que tu en as vu plus ou est-ce que c'est lié peut-être au fait pour donner une piste quoi, Oui, que, souvent en judo, tu as beaucoup de compétitions, oui, par rapport à un boxeur en boxe anglaise, professionnel, il va boxer quelques fois dans l'année, s'il est oui. actif. En judo, il y a des mecs qui font des compètes tous les week-ends, quoi. Oui, c'est un petit peu ça et la pesée, c'est le jour J aussi, Mmh. souvent en judo, et en JJB souvent et le poids est d'autant plus, important et la stratégie, d'être au poids le jour J et enfin, j'ai vu des choses, ils pesaient même la quantité, du repas, ça par exemple, ils pouvaient faire 200 grammes et ils pesaient ces fameux, 200 grammes de je sais pas, de riz par exemple et Et ces 200 grammes vont être, calculés par rapport au poids de final, enfin c'est assez impressionnant. c'est des trucs qui se font, pour, être tout à fait honnête, j'ai déjà fait ça aussi. Voilà, Heu, voilà donc la veille du voilà, combat, je pèse mon verre d'eau, c'est vide et puis je le remplis d'eau pour savoir ce que je c'est peux boire pour rester au poids parce que j'ai trop voilà, peur le lendemain matin de plus être au poids, quoi. Ce qui est débile, hein, exactement. parce qu'en vrai, tu arrives le lendemain, tu as 1 kilo de moins que Par la veille. exemple, voilà, Ouais. mais d'un côté, c'est des réflexes, primaires, enfin des réflexes naturels, quand on est en manque de connaissances, quand voilà, il y a vraiment, plein de méthodes. C'est pour ça que je te dis, au début, Je pense que l'aspect un peu mental que tu as souligné, il est hyper important parce que, en fait, pour ceux qui écouteraient, qui sont pas spécialement combattants après je pense qu'on fera le parallèle d'ailleurs avec, bah, comment tout ça, ça peut t'aider à conseiller, des gens qui sont pas spécialement combattants. Mais un combattant ou une combattante, c'est des gens qui sont par définition, sujets au stress, beaucoup. Parce que, absolument, bah, tu t'entraînes énormément, il y a quelqu'un en face de toi qui va te taper ou essayer de t'étrangler, et tu t'entraînes pendant parfois des mois pour ce moment-là. Et le poids, la gestion du poids, c'est très important parce que si tu foires ta pesée, tu t'es entraîné pendant des mois pour rien. Tu t'as stressé, tu as imaginé ton adversaire, tu t'es fait des millions de films dans ta tête. Alors il y en a qui le gèrent mieux que d'autres, bien mais sûr. bon, je sais que beaucoup de combattants, en réalité, on croit être le seul à stresser avant un combat, mais souvent le mec en face, il a stressé autant. Et voilà, donc c'est par rapport à la plupart des gens qui peuvent se construire une vie très zen, le combattant, c'est quand même dur. Ça demande de gros efforts et c'est vrai que la nourriture, C'est c'est le l'échappatoire. réconfort aussi, hein. Mmh, tout à fait. C'est absolument le réconfort, c'est, peut-être pas un échappatoire, je dirais pas ça, parce que c'est très, c'est assez péjoratif de dire ça, mais c'est un C réconfort et Ouais, c'est normal. C'est totalement normal. On a autant des besoins physiologiques, énergétiques que aussi des besoins émotionnels et il y a aussi tout l'aspect moi j'aime beaucoup et je suis passionnée de neuronutrition et l'aspect neurotransmetteur. Il nous faut de la dopamine pour mmh, gérer ce stress. Quand il y a du stress, il y a un épuisement de la dopamine et quand on mange, de manière globale et surtout des aliments plutôt gras, sucrés ou salés, la dopamine est, sécrétée. Donc c'est un peu le système de récompense. mmh. Donc tout ça D'ailleurs, est tu le conseilles, tu l'inclus toi? Est-ce que, dans le suivi que tu vas faire, avec une personne, qu'un combattant ou pas, tu vas inclure des choses qui sont pas nécessairement utiles d'un point de vue physiologique, enfin d'un point de vue, santé, mais qui par contre vont faciliter la diète pour la personne, parce que, bah, ça va lui apporter un peu de plaisir gustatif, par exemple? oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors juste pour bien comprendre ta question, d'un point de vue santé, si c'est par exemple, quelque chose d'un peu industriel ou Bah, peu alors, recommandable, des choses c'était comme ça. peut-être ma prochaine question, c'est est-ce que tu inclus des petits craquages, des écarts, on va Mmh. dire? Et si oui, est-ce que, on essaye de privilégier des craquages pas trop graves? Ou est-ce qu'on se dit: «Allez, le gars, il veut un Twix, il mange un Twix, quoi», Oui, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, oui, bien sûr, souvent dans mes consultations avec mes athlètes, je leur demande, «Vous êtes plutôt sucré, vous êtes plutôt salé? Qu'est-ce que tu aimes, le plus?» et cetera, pour que la préparation nutritionnelle soit la plus agréable possible et à moi de le mettre, au bon timing, pour que ça soit le plus intéressant possible et on sait que c'est souvent le soir où c'est le plus délicat.
Je ne sais pas si Oui, tu veux oui, donner ton expérience, Martin, je là-dessus. confirme. Voilà, c'est juste pour donner une petite indication, c'est un peu ça et puis, ou de trouver un peu des alternatives aussi un peu faites maison, bien sûr selon le temps qu'a un combattant parce que souvent son emploi du temps est assez chargé. Heu, voilà, des petites choses comme ça donc oui, bien sûr, après, parce que c'est sur le court terme aussi, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais on peut autoriser, heu je recommande pas, bien sûr, des aliments ultra transformés, industriels, de manière régulière, vas-y, il y a pas de problème, mais à un moment donné, dans la diète, surtout à l'approche du combat ou surtout dans les petits poids, enfin dans les personnes Les qui ont petites catégories, ouais. ouais, les petites Mmh. catégories, pardon, c'est le plus délicat, c'est le plus difficile, je trouve, où là, un petit côté plaisir. Après, souvent, ce qu'on m'a dit en retour, c'est, quand j'y goûte après, c'est difficile de s'arrêter. Donc Et oui, voilà. Donc je peux recommander dans ces cas-là, OK, essaye de ce qu'on appelle un peu la pleine conscience, tu sais, l'alimentation pleine conscience, de ralentir, d'être le plus attentif, de déguster, de l'apprécier et pas être dans la rapidité parce que, c'est là où on en voudra encore et encore. C'est des petites astuces, des petites choses comme ça qui peuvent quand même, être plus vivables, on va dire. et oui. Et du coup, alors je Ouais. m'explique peut-être un petit peu, mais là, si tu as un combattant qui sollicite tes services, est-ce que, qu'est-ce que tu vas suggérer le plus souvent, pour, entre guillemets, «végétaliser» l'alimentation? C'est-à-dire de quoi le sportif lambda, il manque dans son alimentation, du point de vue végétal, en moyenne? De la variété. La variété, d'accord. Le fait de diversifier et varier son alimentation, honnêtement et je dirais pour végétaliser, ça serait peut-être d'inclure, les légumineuses. D'accord. Ouais. Tu veux dire que la plus alors c'est vrai que c'est un truc, que beaucoup de gens découvrent qu'il y a des protéines dans les légumineuses, par exemple. Oui, Heu mais pas que, bien sûr. Notamment, hein, enfin je dis ça, il y a pas que les protéines dans la vie, attention. Alors ça c'est notre propre phrase. Mais ouais, c'est vrai que quand les gens se demandent pourquoi où est-ce que les végétariens trouvent leurs protéines, bah, on leur dit les légumineuses, ils tombent des nues et il y en a vraiment pas du tout dans leur alimentation du coup, vu que toutes leurs protéines proviennent des produits carnés ou des produits laitiers. Donc ils voient même pas l'intérêt d'inclure des lentilles, C'est très par dommage. exemple, ou des pois chiches, quoi. Ouais. C'est très dommage parce que les légumineuses, c'est un peu des pépites nutritionnelles, finalement, où il y a un ensemble de vitamines et de minéraux et de fibres, très intéressantes, surtout pour le sportif, notamment en calcium, en magnésium, en potassium et ces 3 minéraux sont essentiels à la contraction et au relâchement musculaire, heu, au maintien de la densité osseuse, à l'équilibre minéral, en fait, d'une manière globale et j'en passe, hein, bien sûr, des des bienfaits donc c'est dommage. Après oui, ça peut combler, l'apport en protéines, d'un point de protéines végétales, mais Mmh. parce que finalement, ils vont souvent rester sur des choses très classiques, notamment riz, pâtes, pommes de terre Mmh. et voilà. Vraiment, ça serait la pour répondre à ta question, ça serait la première chose que je vais végétaliser et bien sûr, l'apport en fruits et légumes, après quand les combattants sont en, «prépa diète» entre guillemets, bien sûr les légumes réapparaissent facilement. Oui, parce qu'en fait, ça remplit le ventre, avec, des choses qui sont moins caloriques, quoi, Ouais, le souvent volume, alimentaire est plus important pour une faible densité, calorique. Après, faut tout de même, bien les choisir, il faut varier, il faut que ça soit digeste, il faut qu'il y ait une bonne tolérance digestive du combattant et cetera. Enfin, il y a plein de choses. bah, en fait, l'athlète moyen, enfin souvent, la plupart des gars que j'ai pu croiser, qui incluaient beaucoup de légumes à l'approche d'un combat, ils le faisaient vraiment pour se remplir le ventre et pas du tout pour l'intérêt nutritionnel de ces légumes. Ouais, Donc ça veut dire que si on peut manger et je l'ai fait aussi, hein, manger que du poivron cru,
on mange que du poivron cru, mais pas parce que le poivron c'est bon, juste parce que ça prend de la place, faut le mâcher, et puis à la fin, tu as l'impression d'avoir mangé. Est-ce que toi aussi, tu as vu ce genre de truc? Et est-ce que du coup, tu les incites à comprendre? Alors ça, c'est peut-être une autre question, mais est-ce que tu incites l'athlète à comprendre ce qu'il mange et l'intérêt que ça a pour lui? OK. Alors pour répondre à ta première question, moi j'ai souvent vu les carottes à croquer comme ça, Ah dans ouais, d'accord. l'après-midi ou le soir, Mmh. c'est ça. Donc oui, les légumes, hem, amènent à de la mastication et à plus de satiété parce que ça prend du volume, heu, dans l'estomac grâce aux fibres présentes dans les légumes, mais cette satiété va être, pas très longue. Mmh. On va être rassasié sur le moment, mais 2 heures après, on va avoir de nouveau faim, surtout si on mange, par exemple, juste de la salade, en fait, et si si on n'a pas une composition, complète, d'un repas, classique, c'est là où, oui, la faim va réapparaître. Donc nous, enfin, moi, en tant que diète, on va mettre une stratégie vraiment, détaillée vis-à-vis des entraînements, des horaires des entraînements, vis-à-vis de la composition, vis-à-vis de plein de choses. Donc manger des légumes juste pour se remplir, ça va être efficace seulement à très court terme et Mmh. la faim va réapparaître et «Faut pas que je mange» et frustration et compulsion, à minuit, et cetera. Donc Ouais. voilà, pour répondre à ta première question, c'était ça. Et la deuxième, est-ce que j'incite à comprendre? Absolument, oui. J'ai des athlètes aujourd'hui, des combattants et combattantes qui sont autonomes et j'en suis très fière, en fait. Et oui, c'est un peu le paradoxe, bah, c'est comme beaucoup de professions de santé, comme notamment parfois les ostéopathes ou ce genre de profession. C'est qu'en fait, si tu fais bien ton travail et que tu l'expliques bien, au bout d'un moment, le client ou le patient, il a plus besoin de toi. Mais Mais toi, c'est tu le pour vois ça comme une réussite, du coup? bien sûr, on vient me voir, quand il y a des problématiques, quand on Mmh. a besoin de moi, mais si on vient me voir quand tout va bien, je ne sers à rien. En fait. Après, il arrive que oui, des anciennes, là encore, bah, là, cette semaine, il y a une boxeuse de longue date que je suis, qui est devenue très autonome et là, elle m'a dit: «Oh, là, j'aimerais bien que tu m'aides, parce que, elle s'est blessée et puis, voilà, elle a peur de reprendre un petit peu». Mais c'est des petits tips par-ci par-là, de rappel, on va dire, Mmh. mais je suis très fière qu'elle soit autonome parce qu'il y a un combattant se connaît, enfin, nous, on accompagne, j'accompagne seulement, mais on se connaît, enfin, il n'y a que nous pour nous connaître vraiment, vraiment sur nos besoins, et Oui. cetera et notre équilibre. Donc, Et si nous, on peut amener, OK, là, c'est plus stratégique de faire ça, des petits conseils, des méthodes et qu'on combine avec, OK, bah, ça fonctionne le mieux pour moi et beh, c'est ticket gagnant, en fait. ouais, bien sûr, ouais, ouais. Mais je pense que c'est la bonne attitude parce que l'attitude inverse qui consisterait à faire en sorte que ton client reste dépendant de ton expertise, bon, déjà, c'est pas très sympa. Et en plus de ça, je trouve que comprendre ce qu'on fait, ça motive à le faire. C'est-à-dire que, Absolument. voilà, ça motive à respecter la diète. Si je sais pourquoi je le fais, c'est plus facile de le faire. Alors que si je sais même pas pourquoi je m'inflige quelque chose qui peut parfois être difficile, bah, je vais avoir plus tendance à ne pas respecter, le plan, quoi. Oui, c'est pour ça que dans mes prises en charge, heu, j'envoie pas un programme alimentaire et merci, au revoir. Non, pas du tout. Il y a un suivi derrière, et quand il y a un combat, je le suis, jusqu'à, l'après-combat, en fait. On fait même un petit état des lieux de comment ça s'est passé, les ressentis et cetera. Il y a vraiment un suivi, quotidien, hebdomadaire, très présent. C'est très, très important et le fait d'expliquer alors là, c'est mieux de mettre ça en place parce que tu as tel type d'effort ou parce que tu manques de sommeil, voilà, enfin, c'est très important. Alors comment alors déjà l'idéal, pour prendre en charge un combattant, c'est combien de temps à l'avance avant un combat? Si on prend, exemple pour préciser un boxeur pied-point ou en boxe anglaise, combien de temps à l'avance tu souhaiterais toi idéalement, le faire la première consultation?
C'est une très bonne question. Ça dépend de plein de choses. Tout dépend du poids à perdre, tout dépend, donc ça dépend de plein de choses, notamment du nombre de poids à perdre, les kilos à perdre. C'est surtout ça qui détermine en soi. Parce que s'il a 15 kilos à perdre et qu'il me sollicite 2 semaines avant, ça Ça va va être être très compliqué, quoi. délicat. Ça va être très compliqué. S'il a une dizaine de poids à perdre, peut-être, 1 mois et demi, 1 mois, 1 mois et demi avant, tout dépend de sa capacité aussi à perdre, d'où il part, de ses antécédents, de vraiment beaucoup de paramètres. Donc vaut mieux être préventif, quitte à me solliciter même 2 mois avant en me disant: «Voilà, j'ai tant de poids à perdre ou j'ai tant de poids à prendre» aussi parce que j'ai des montées de catégorie aussi, hein, faut le dire. Ah ouais, d'accord. Et voilà, de dire Alors, voilà. Et moi je dis après la tête: «OK, bah, recontacte-moi à cette date-là» ou «C'est bien de commencer dès maintenant» et cetera. Et c'est souvent en soi, je te laisse parler Martin, un peu tardif qu'on m'appelle. bah, c'est ce que j'allais te dire, c'est, voilà, est-ce que c'est souvent ça, le gars qui t'appelle 1 ou 2 semaines avant, j'ai 5-10 kilos à perdre, je sais pas comment faire et là, tu te retrouves un petit peu tiraillé peut-être, j'imagine, entre, bah, suggérer des choses qui sont pas hyper healthy. Est-ce que toi, Malheureusement. tu as refusé parfois de faire un suivi parce que, bah, tu comprends bien que si le gars, il a 15 kilos à perdre en une semaine, il va falloir si tu veux vraiment l'aider, il va falloir que tu lui conseilles des choses qui sont à base de déshydratation un peu extrême et ça va pas dans le sens de sa santé. Est-ce que ça t'arrive de refuser de faire un truc comme ça parce Ça que c'est trop tard? ça m'est jamais arrivé de refuser. Après, de juste prévenir: «Attention, là, il y a des risques». Il y a Mmh. même des risques que tu rates la pesée, honnêtement, parce que la déshydratation sera trop extrême et c'est déjà arrivé, Mmh mh. honnêtement, où le combattant, est parti aux urgences parce que la déshydratation n'allait pas, voilà. Et Et puis, c'était un athlète que tu suivais? oui, bien sûr, après, les déshydratations, c'est très complexe, il faut être bien accompagné, c'est ouais, c'est un peu délicat. Mais, c'est rare qu'on m'appelle qu'un combattant, m'ait déjà appelé avec 15 kilogrammes, 2 semaines avant Ouais. son combat, honnêtement. Et comme je l'ai dit au début, il y a les combattants sont de plus en plus sensibilisés, informés, et ils en ont marre aussi. Il y a un ras-le-bol de faire des diètes, restrictives, il y en a un ras-le-bol, ils veulent faire des choses carrées, et même s'il y a un petit cutting, une petite déshydratation qui suit, bah, autant faire, allez 3-4 kilogrammes, et qu'on soit pas comme un légume le jour J, du combat, et c'est OK. En fait, c'est plutôt ça, de plus en plus. D'accord. Alors juste peut-être pour préciser pour les auditeurs qui sont pas dans les sports de combat, tout ce qui est déshydratation, c'est des choses qui sont vraiment spécifiques à, tu dois monter sur une balance le jour J et être en dessous d'un certain poids et ça n'a pas d'autre intérêt. C'est-à-dire que ces déshydratations, elles sont faites pour faire le poids et c'est en aucun cas utile pour quelqu'un qui voudrait perdre du poids, pour juste, a améliorer sa silhouette, quoi. Voilà, surtout pas reproduire à la maison. Voilà, c'est à ne surtout pas reproduire. Par contre, toi, j'imagine que tu as aussi des clients qui sont, ou des clientes qui sont pas spécialement dans les sports de combat ou qui y sont, mais qui te consultent juste pour, Oui, bien perdre du sûr. poids pour leur santé? Voilà, pour leur santé, pour améliorer leur santé, pour des problématiques de poids, bien sûr. J'ai une patientèle au sein de mon cabinet, absolument, et je suis Donc les auditeurs qui voudraient, pourraient te consulter même, sans avoir besoin de s'inscrire sur une carte, de comme combattant. Voilà. bien sûr, hein. Ouais, on va dire, j'ai, peut-être, ouais 50-50 ou 60-40, ça dépend des périodes. Ouais, bah, c'est déjà pas mal ça. On peut considérer ça comme une vraie spécialisation quand même, hein, 50-50. Ce Ouais. ce ce serait 5 et tu mettrais que ça en avant, où on pourrait dire: «Bon, c'est peut-être abusé», mais là, c'est quand même vraiment ta spécialité et puis bien sûr, tu utilises tes compétences pour aussi, un peu tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est aussi pour rester, connecté à la réalité un petit peu de la population normale ou pas spécialement? Ou c'est juste pour faire ta patientèle? C'est aussi parce que j'aime ça.
en fait. Faut savoir qu'à la toute base, je voulais faire médecine. Donc Mmh. ce rapport à la santé et on sait que l'alimentation, c'est un peu notre première médecine. Heu, donc j'aime ce côté santé, nutrition, pour des gens qui ont des problématiques, de cœur, digestifs, hormonales, des problèmes émotionnels, tout ça me passionne. Mmh. Voilà. Et donc tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y en a qui te consultent même pour des prises de poids, des combattants qui font des montées de catégorie ou peut-être même des gens qui veulent des jeunes, femmes ou des jeunes hommes qui veulent, prendre de la masse musculaire peut-être? Oui. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui te consultent pour prendre de la masse graisseuse, je connais pas. Mais bon, souvent, beaucoup, surtout des jeunes gars qui veulent devenir plus musclés. Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce genre de clients-là aussi? Bien sûr, et aussi des jeunes femmes, de très jeunes, D'accord. femmes, qui sont complexées, parce qu'elles ont du mal à prendre du poids, parce qu'elles sont fines, par leur métabolisme, par leur, corpulence et cetera. Donc oui, absolument, des prises de masse, musculaire, beaucoup dans les sports de force parce que j'ai pas que les sports de combat bien sûr, mais Mmh. en force athlétique, en crossfit, beaucoup de prises de masse, heu, en rugby aussi. Mmh, d'accord, donc autant des gens qui veulent améliorer leur aspect visuel que des gens qui veulent devenir plus forts, en fait. Ouais, en force, absolument. D'accord. Et bon, alors si je me mets à la place, de voilà, admettons, j'ai un exemple, Allez. je perds, une douzaine d'années, tu vois? J'ai 18 ans. Je fais, 60 kilogrammes, tu vois? Et j'en ai marre, d'avoir l'air, tout petit, et je veux devenir plus fort et il se trouve que je suis végane pour des raisons éthiques. Heu, Génial. C'est-à-dire que parce que bon, je le rappelle aussi au passage, par rapport à ce qu'on disait au début, devenir strictement végétalien ou végane si on élargit à tous les autres sujets, c'est quand même une, démarche éthique avant tout. Oui, Comme le disait Dave Leduc, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le podcast qu'on a fait la semaine dernière, on peut devenir, végétalien pour des raisons de santé, à la base, on peut imaginer ça, mais on ne le reste pas parce qu'en fait, oui, pour des raisons de santé, si tu fais un écart par an, par exemple, ça change rien du tout sur ta santé. Heu, c'est ce que je disais un voilà. peu dans Alors que sur le plan éthique, ton écart annuel, il peut quand même te gêner. Donc voilà, c'est une décision éthique. Admettons que je vienne te consulter et que je te dis: «Voilà, moi, je veux vraiment pas consommer, aucun produit qui provient des animaux». Qu'est-ce que tu me conseilles pour, devenir plus musclé? c'est génial. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. La nutrition, c'est très complexe, donc il y a Mmh. pas de règles binaires ou enfin de règles, ça change, ça évolue, et c'est très individuel et je tiens vraiment à le rappeler et à le souligner. Bon 18 ans, peut-être ça manque de croissance, hein, et de maturation, pardon, heu, pour, développer un peu toutes les hormones, d'accord? Mais en tant que végane, bien sûr, il y a des choses, heu, primaires, à prendre en compte. Mmh. Souvent, surtout de nos jours, dans les supermarchés, les commerces, on voit de plus en plus de produits, transformés, industriels, mais véganes, n'est-ce Mmh. pas Martin? Tout à fait. Que je ne recommande pas forcément. Donc de se rapprocher d'une alimentation plutôt vraie, noble et brute en fait et le moins transformée possible malgré qu'il y ait, de plus en plus de produits à disponibilité, dits véganes et ça c'est très, très important surtout pour les personnes qui commencent à Mmh. végétaliser leur alimentation. Oui, D'accord? c'est une certaine facilité quelque part parce que j'ai l'habitude de me faire un steak haché, de bœuf et d'un coup Exactement, j'achète un truc qui ressemble et qui se cuit un exactement steak de la même végan. façon. Je change rien du tout à mes habitudes, j'ai végétalisé. Maintenant voilà, ça reste un produit industriel. Ouh là là, attention! Attention à ça parce que les compositions de ces produits alors je dis pas tous, hein, je recommande parfois certains produits déjà préparés, mais pas non plus ultra transformés, et surtout que les compositions de ces produits ne sont pas forcément très riches en protéines et souvent très gras, très glucidiques, et
bourrés d'additifs et de conservateurs. Donc c'est en fait plus néfaste pour leur santé qu'autre chose et pas du tout, intelligent pour améliorer leur performance et leur gain de poids. Enfin, Oui, bah, même sans parler des conservateurs, tout ça, il faut quand même, que les gens pensent à retourner un peu le paquet et voir ce qui est écrit dessus et il faut se méfier parfois des comp souvent on voit soja et blé, je vais pas citer de marque, hein, mais on voit soja et blé et puis tu retournes le truc et mmh, il y a écrit blé et en fait, tu te rends compte que c'est un truc, qui est composé de gluten de blé à 90 et le reste, il y a un peu de soja dedans. Donc, au niveau, enfin, rien que si on parle que des protéines, c'est oui, pas terrible comme aliment, quoi, voilà. absolument, absolument. Et surtout que souvent il y a des céréales et les céréales en fait c'est plus glucidique que protéique en fait, Mmh au final. Heu, donc premièrement c'est un petit peu ça. Deuxièmement, oui donc varier, diversifier un maximum son alimentation parce que la particularité et la puissance du végétalisme, c'est de varier un maximum son mh. alimentation pour avoir un panel, d'apports en micronutriments, la plus grande possible, forcément. 3e chose très importante forcément, c'est d'avoir une complémentation en vitamine B12 en fait, surtout sur, le moyen terme, et surtout sur le long terme. Oui, la vitamine B12, on en a parlé un petit peu dans le podcast numéro 5 avec, ou 4 ou 5, je sais plus, 4 avec Thibaut, où on disait que, bah, on n'avait jamais rencontré quelqu'un qui a été carencé en B12, mais que malgré tout, on avait tendance à se complémenter. Il me semble que la carence en vitamine B12, c'est quelque chose qui peut arriver des années après, Mmh mh. l'arrêt du fait qu'on en prenne. Qu'est-ce qu'on risque Alors qu'est-ce oui. qu'on risque en faisant une carence en vitamine B12? Alors, il faut savoir que la vitamine B12, elle est stockée dans le foie pendant des années. En fait, on a un stockage, comme ça et finalement que moins on en apporte, il faut rappeler que la vitamine B12, elle est apportée, heu, pratiquement avec des aliments d'origine, animale. Mmh mh. Donc quand on n'en a plus des aliments d'origine animale, forcément, on n'a plus beaucoup de vitamine B12 et ça s'atténue avec le temps. Donc le D'accord. risque, s'il y a des carences en vitamine B12, ça peut être vraiment des grosses problématiques, notamment beaucoup de fatigue, mentale et physique, beaucoup de faiblesse et aussi beaucoup de problèmes, neuropsychiatriques, notamment, dépression, paranoïa et voilà. En fait, c'est difficile à déceler parce que c'est des symptômes qui peuvent être multifactoriels. Donc, en fait, tu peux faire une dépression, ça a pas forcément un rapport avec une carence en vitamine B12, et parfois même ça peut avoir plusieurs origines. Donc, le mieux en fait, c'est de se supplémenter de manière préventive. Voilà, donc soit alors il faut savoir qu'on peut faire des analyses biologiques Mmh. en laboratoire, hem, en prévention. Mmh mh. Ça coûte une dizaine d'euros, hein, donc c'est accessible quand même. C'est même, je pense, si pour ceux qui voient leur médecin traitant, régulièrement, si c'est sur C'est suffisant. prescription, Non, non, c'est c'est absolument. gratuit. Moi, je peux prescrire, mais ça ne sera pas remboursé, seulement D'accord. ça, on va dire, et demandez bien la vitamine B12 active à votre médecin, d'accord? Parce qu'il donne pas forcément toujours la bonne forme de vitamine B12 pour voir vraiment, celle qui est active, d'accord? D'accord. Et après, forcément, pour la supplémentation, soit on donne un dosage, de maintien, en fait, où Mmh on mh. peut prendre, par exemple, une fois par semaine, ou ça dépend du dosage, en fait, qu'on va prescrire, en fait, ou une fois par mois, ça dépend et s'il y a une petite carence, bah, ça sera peut-être, une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Ça dépend, ça Alors, dépend, une petite question, est-ce qu'il y a un risque? Parce que tu sais, moi je consomme, maintenant depuis des années alors bon, on peut citer une marque, de toute façon c'est pas grave, mais la fameuse Veg tu sais, c'est les petits ouais, bonbons là, qui hein et ouais. et et quand tu regardes derrière la boîte, ils te disent en gros que par rapport aux apports journaliers recommandés qui sont peut-être un peu bizarres, je sais pas, mais Mmh ils te mh. disent que tu as 10 fois la dose.
Ce qui me paraît abusé. Est-ce que c'est fait pour les gens qui vont, oublier, 3 jours sur 4 de la prendre ou est-ce que, on a un risque de surdosage pour celui qui est très régulier et qui le prend tous les jours? Alors pour répondre à ta question, il faut regarder, hem, le microgramme qu'il y a dans ta gélule ou ton Alors, tu sais quoi? Je bouge dans ma cuisine et je vais aller regarder ça. Donc, ouais, ouais, enfin, la question, c'est ça, c'est vraiment est-ce que si on prend trop de vitamine B12, en gros, on la pisse ou est-ce Non, qu'on peut avoir un problème? il peut arriver d'avoir un risque de surdosage, hein, si on en prend trop, absolument et c'est pas bon non plus, hein. Les surdosages ou les déficits sont pas bons. Faut, juste milieu. Alors voilà, 25 microgrammes et ils te mettent, en pourcentage des apports journaliers recommandés, 1000. Oui, donc c'est pour une gélule, c'est ça? C'est ça, une gélule, un petit bonbon. D'accord, bon, ça va, oui, c'est à peu près ça pour une gélule, oui, c'est à peu près ça. D'accord. Ça va. C'est D'accord? c'est Ah, par contre, il faut prêter attention à la forme de vitamine B12, qu'il y a dans les compléments alimentaires, parce qu'il en existe plusieurs formes, des formes analogues, des formes actives et cetera et c'est pas du tout la même chose. d'accord. Bah, là, Donc je sais pas, ils ont pas l'air de le préciser. Je c'est vais très regarder. complexe, hein, les compléments alimentaires. Il faut et en pharmacie, en parapharmacie, en magasin bio, sur internet, il y a tellement de compléments alimentaires qu'il faut bien les choisir. C'est un D'accord. peu comme la nourriture, hein, les compléments alimentaires. Eh oui, bien sûr. Il y a des lobbies derrière, il y a du marketing, il y a tout ça. Donc la meilleure forme, pour le dire un peu aux auditeurs, c'est de prendre, la forme de vitamine B12, la méthylcobalamin. D'accord. Veg One, ouais, alors, qu'est-ce que à l'époque, c'est recommandé par la Vegan Society. OK. The Vegan Society, ouais, c'est ça, ça doit être la marque, j'imagine. Et c'est un truc microstalline cellulose. Écoute, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ah si, cyanocobalamin, c'est ça que tu m'as dit. Oui, Eh ben voilà, bah, méthylcobalamin. ok. Donc ouais, donc c'est ce genre de supplément-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais juste préciser un truc que sûrement tu sais aussi, c'est que la vitamine B12, on peut la trouver dans les produits d'origine animale, mais pour qu'elle soit purement naturelle, il faut que ces animaux-là aient consommé une Mmh. nourriture bien spécifique, c'est-à-dire des végétaux qui ont poussé dans la terre, Oui, et sur une terre qui n'est pas polluée. Enfin, absolument. et ça, il faut savoir que les produits d'origine animale que la plupart des gens consomment en masse ne proviennent pas du tout de ce genre d'animaux. Et pourtant, il y a suffisamment souvent de vitamine B12 dedans. Et cette vitamine B12, elle vient de compléments alimentaires qui sont donnés aux animaux d'élevage. Donc attention un petit peu à ça. Alors ça ne veut pas dire que cette vitamine B12, elle n'est pas assimilable par le corps des gens qui pourraient écouter, mais ça veut quand même dire que vous consommez quand même des compléments alimentaires par l'intermédiaire d'un autre animal qui les a consommés aussi. Donc, tant qu'à faire, c'est pas vraiment un gros problème de consommer soi-même le complément alimentaire. Enfin, moi, je préfère, au moins, je sais d'où il vient. C'est vrai, il faut savoir aussi des omnivores peuvent être carencés en B12, hein. C'est pas parce Comme... qu'on est végan Oui, que forcément, alors c'est important la B12, c'est la base à avoir en prévention, hein, parce que s'il y a une carence, là, c'est quand même à risque pour la santé, mais aussi les omnivores et j'en rencontre, hein, des personnes qui sont carencées en B12. oui, bien sûr. Oui, parce que. Alors, comment tu l'expliques? Parce que si ces gens-là consomment des produits d'origine animale qui sont, bah, on le sait maintenant, gavés de divers médicaments et de compléments alimentaires, euh, comment ils arrivent à se retrouver en carence aussi? Ça peut être lié à plein de choses. Souvent, c'est lié aussi à une carence en fer, une anémie, aussi une malabsorption, des problèmes digestifs Donc, notamment. tu parles de carence en fer, tu veux dire que si je fais une carence en fer, je peux faire d'autres carences liées à cette carence en fer, c'est ça?
Oui, B9 et B12, c'est des choses un petit peu qui fonctionnent ensemble. Ouais, donc le fer et d'autres éléments comme ça qui sont importants. Est-ce que tu Parce que la vitamine B12, on a compris quand on est, végétalien, à part la supplémentation, on n'a pas beaucoup d'options, voire pas du tout, qui soient fiables aujourd'hui. Pour le reste, pour le fer, pour le magnésium, pour d'autres de micronutriments, en principe, on peut les trouver dans la nourriture, solide, sans avoir à se complémenter. Est-ce que toi, tu vas, inciter les gens à se complémenter quand même de manière préventive ou plutôt les orienter vers une alimentation qui contient tous ces éléments? Pour un omnivore? Non, non, pour, quelqu'un qui serait végane. Non, je respecterai son éthique de toute façon. Je vais jamais, insister à: «Bah, non, il faut manger de la viande». Non, 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 je parlais Mmh, vraiment pas pour la B12 parce que la B12, ça, on est OK, mais oui. pour le reste en fait, je dis, Ah! OK. végan ou omnivore, peu importe. Autant pour Est-ce moi. que tout le monde devrait se supplémenter en fer, en magnésium, et cetera? Bah, tout dépend de la carence, s'il y a une carence ou pas, Mmh. tout simplement. Et la plupart, et notamment le fer, omnivore ou pas, les femmes surtout, non ménopausées, sont très, très souvent carencées en fer. Bah, évidemment, parce qu'il y a une perte de sang, tous les mois Oui, qui, c'est vrai, qui contient beaucoup de fer c'est et vrai, c'est mais vrai que les bon, pas que. compléments alimentaires, les multivitamines, et minéraux, spécifiques femmes, souvent, ben, ils sont spécifiques femmes parce qu'il y a du fer en plus. Oui, oui, c'est vrai, il y a pas que ça, mais voilà. Ouais. Juste pour revenir un peu à ton complément, j'ai regardé un peu plus en détail entre 2 questions, et en fait, c'est pas la méthylcobalamine, là, c'est du cyanobalamine, donc c'est Ouais, pas c'est la ça. même forme, c'est pas la même. Donc celle-là, c'est une forme qui est moins idéale, tu dirais? Enfin qui est ou qui l'est Ouais, pas du tout? que méthylcobalamine, c'est quand même mieux, honnêtement. Alors, quelle est la différence entre les 2? C'est que tu vas mieux assimiler, la méthylcobalamin, c'est ça? Oui, c'est une forme naturelle et active de la vitamine B12. D'accord. Et que la biodisponibilité, donc c'est-à-dire que la capacité d'absorption et d'assimilation est beaucoup plus importante, et ce qui est encore mieux, c'est l'absorption, sublinguale. C'est-à-dire? En dessous la langue, pardon. Oui, d'accord. OK. Pardon. Donc ça veut dire qu'il y a Enfin, certains qui a compléments qui fondent sous la langue, c'est ça? Et ouais, ils sont d'accord. oui. OK, alors je sais pas si toi tu as pas de conflit d'intérêt en particulier. Est-ce que tu pourrais citer, peut-être un complément en particulier que tu recommandes, aux gens? Oui, 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 celle de Nutrixéal. Nutrixéal, OK. Mmh, Bon, bah, écoute, on va regarder ça et si je peux, je mettrai un petit lien, dans la description de l'épisode. avec plaisir. Mais Voilà. voilà, il y a pas de conflit d'intérêt. Vraiment, Oui, oui, j'insiste bah, là-dessus, hein. Parce qu'il y a des professionnels qui le sont, mais pas moi. On m'a proposé des partenariats, mais je reçois pas, moi, ce que j'aime, c'est bénéficier pour, le patient ou l'athlète, et si je peux faire bénéficier, tant mieux. Moi, je cherche pas, non, d'accord pas du tout. Ça ne et donc m'intéresse pas. pour revenir à la question, quels sont à part la vitamine B12, quels sont, Oui. omnivores ou végétariens ou pas, quels sont les compléments alimentaires qui sont indispensables? Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont indispensables, déjà? Alors, de son nom complément alimentaire, ça va compléter l'alimentation. Donc ça peut pas être, heu, indispensable. Ça peut être nécessaire, mais dans certains cas, comme Mmh. on a pu le D'accord. citer. Mais il faut bien rappeler que ça complémente une alimentation, variée, équilibrée, et cetera, et cetera. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a certains compléments, honnêtement, dans le monde du fitness notamment, où on a tendance à entendre que tout le monde devrait en prendre, du genre des compléments, des mélanges, des ZMB, quoi, du Oui, magnésium, de la vitamine, je crois que c'est de la vitamine B6 dans la plupart de ces compléments-là. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi y compris pendant certaines périodes, où bah, on en prend tous les jours, mais on n'a pas de problème, quoi. mmh. Est-ce que toi, tu vas toujours, demander à ton client d'aller faire une analyse d'abord et en gros, s'il manque de rien, s'il manque pas de quelque chose, on le complémente pas? Alors oui et non. Heu, Comme j'ai dit, ça complémente l'alimentation. Deuxième chose,
et tu l'as un peu cité, c'est que nos sols sont quand même, appauvris avec le temps, avec, l'agriculture intensive, et cetera. Les sols sont appauvris, donc nos fruits, nos légumes sont appauvris en vitamines, en minéraux, et cetera. Donc en fait, ce qu'on mange, une tomate, n'aura plus peut-être la même teneur en vitamine C que, il y a quelques années, par exemple. Mmh. Donc c'est vrai que les besoins, des compléments alimentaires semblent de plus en plus pertinents et nécessaires, pardon, à notre époque. Mmh. D'accord? Hem, alors pour les analyses, ça dépend de quelles, vitamines, minéraux on parle. Par exemple, un dosage biologique en magnésium, c'est pas du tout utile parce que c'est rare et très, très rare même d'avoir un risque de surdosage en magnésium avec une complémentation et la plupart des personnes sont carencées en magnésium dans notre société. Et troisième chose, on peut le voir avec des symptômes dits ce que nous on dit cliniques, hem, beaucoup de fatigue, des crampes, tu sais la fameuse paupière qui saute, hein, qui tremble, des envies de manger, des envies de sucrer, les sommeils perturbés. Enfin voilà, c'est des signes, des symptômes cliniques qu'on peut voir, où là, oui, je pourrais préconiser une complémentation sans forcément, une analyse biologique. Mais par exemple, pour le fer ou la vitamine D, je demande quand même, heu, une analyse biologique, enfin une prise de sang. Oui, parce que enfin, un surdosage en fer, ça peut avoir des conséquences. Oui, oui, une hématochromatose, c'est pas très rigolo. D'accord. Après, si, son alimentation de base est, pauvre en aliments riches en fer et bah, forcément une alimentation végétale où bien sûr il y a des aliments riches en fer, hein, on les connaît tous, Mmh. je pense. Mais finalement, elle a, une digestion difficile, une inflammation, des ballonnements, donc elle va forcément pas bien absorber, son fer, clairement. Mmh. D'accord? Donc voilà, il y a autant les symptômes cliniques que les analyses biologiques. Donc c'est vraiment un regard très, global, que je porte là-dessus, pour bien complémenter. C'est pour ça qu'une complémentation, heu, est à faire avec un praticien, en fait, médecin, praticien de santé, est à faire avec un accompagnant. C'est ça le Oui, plus. c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la plupart des sites, de vente de compléments alimentaires en ligne, tu peux tout acheter. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas des médicaments sur ordonnance, tu pourrais te surdoser en certaines choses, sans faire attention, même s'il y a certaines choses qui n'ont aucune conséquence, c'est-à-dire que le oui, surdosage ou enfin soit il est improbable parce qu'il faudrait vraiment en prendre des quantités incroyables, oui, 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 soit il a pas vraiment de conséquences et donc, en gros, vous dépensez juste de l'argent pour rien. oui, absolument. Et dans certains cas, ça peut être plus dommageable, quoi. Alors, juste pour finir sur les compléments, est-ce que pour toi, il y a certains compléments alimentaires qui sont inutiles et un peu surfaits et qu'on nous vend un peu à toutes les sauces? Hem, Moi, j'en ai quelques-uns en tête, mais ouais, ouais. je vais te poser la question. Dans le monde végétal? On va dire. Ouais, végétal ou même animal, hein, si tu veux parler de certains trucs, qui te Alors conviennent. au-delà de vitamines, minéraux, heu, je dirais, moi ce qui me vient un peu à l'esprit, c'est les protéines, végétales ou même les BCAA. Mmh. Je pense un peu à ça. Donc ça, c'est plus des compléments, alimentaires un peu spécifiques sportifs, je dirais, Ouais. ou les brûleurs de graisse ou enfin les draineurs, des petites choses comme ça. Alors les brûleurs de graisse, tu confirmes que c'est quand même globalement une fumisterie, quoi? Absolument. Ouais, ouais. N'achetez pas des brûleurs de graisse, surtout si, vous pensez que vous pouvez continuer à manger, tout et n'importe quoi et grâce aux brûleurs de graisse, vous allez perdre de la graisse. Ça marche pas du tout. C'est ça. Voilà. Ouais, ouais, non, c'est vrai que le brûleur de graisse, c'est le premier truc auquel je pense. Tu parlais des BCA, les BCAA, tu dis que c'est inutile pour quelqu'un qui est pas sportif uniquement ou même pour un sportif, c'est quelque chose qui est un peu surfait pour toi? C'est un peu surfait tout de même, et ça dépend quel type de sport on pratique.
Heu, franchement, je peux recommander le BCAA ou les EAA, hein. C'est les acides aminés, branchés essentiels. Mmh. Hem, dans les types d'efforts tels, trail ou des efforts très longs, trail, ultra trail, enfin, ou les triathlons, les choses comme ça, parce que c'est des efforts très, très longs et hem et du coup, l'oxydation des acides aminés essentiels, notamment la leucine, est beaucoup plus sollicitée. Donc là, je peux recommander. Ça peut être très pratique aussi, pendant l'effort à consommer, hein, en poudre, dans l'eau, voilà. Mais sinon, l'apport en acides aminés, les acides aminés, il faut le rappeler, c'est un enchaînement enfin, ça fait des protéines, en fait. L'enchaînement Oui, d'acides aminés égale protéines. Donc oui. si on a son apport en protéines totales, sur la journée, ça suffit, largement à Beh, alors combler. justement, alors déjà, un 1 truc, c'est que tu le conseilles pour des efforts, par exemple, de course à pied très longs. Ouais, C'est voilà. marrant parce que, la plupart des influenceurs fitness et cetera, ils te conseillent de prendre ça pendant une séance de musculation. Est-ce que ça sert à quelque chose pendant une séance de musculation ou dans les sports de force? Il y a rien qui montre il y a Admettons rien pour qui montre quelqu'un qui en plus aurait un régime hyper protéiné. oh non, il y a rien Super. qui montre son efficacité et il y a rien de mieux, pour être efficace qu'une protéine, complète. Quand je dis complète, c'est avec l'ensemble des acides aminés donc 3 acides aminés ne peuvent pas remplacer des Alors protéines complètes. pourquoi on conseille, que ce soit pour des sports de force ou pour, comme tu dis, des sports d'endurance, pourquoi on conseille de le consommer pendant l'effort? Parce que pendant l'effort, est-ce qu'on digère pendant un effort? Donc pendant l'effort, il y a plusieurs choses qui se passent. Heu, il y a le glycogène musculaire et hépatique qui sont dégradés, hein, d'accord? Pour produire l'ATP, donc pour Oui. produire de l'énergie. Et si ça s'épuise trop, il y a une oxydation, de cette fameuse leucine, donc cet acide aminé. D'accord. En fait, ton corps, il va aller chercher dans tes réserves musculaires juste cet acide aminé dont il a besoin pour produire de l'ATP. Et pour ceux qui connaissent pas l'ATP, c'est en gros le carburant de votre corps, quoi. Donc pour produire de l'énergie, concrètement, il va chercher cette leucine dans les muscles. Et toi, tu veux dire que le BCA que tu ingurgites de manière liquide, il va se retrouver d'une façon ou d'une autre dans ton sang, je pense, et ton corps va aller le chercher directement, et donc pas dans les cellules musculaires. C'est ça que tu... Alors on vulgarise beaucoup là notre langage, hein, Ouais, je vulgarise à mort, mais c'est pour à que les mort on gens va dire. dans l'idée. Il va l'oxyder, il va l'utiliser si seulement s'il y a pas assez de sucre, en fait. Et quand je parle de sucre, c'est les glucides, le glycogène, en fait. Donc en Mhm, fait, si on veut pas être épuisé pendant l'effort et épuiser notre leucine, pardon, mhm. il faut apporter un peu de sucre, Ouais, soit d'accord. avant ou pendant. Donc c'est plus intéressant, tu veux dire, de mettre des glucides dans sa boisson que des BCA, pour... Absolument, absolument. Après, on peut faire le combo des 2, comme je peux recommander, sur, des trailers, enfin des gens qui font des trucs de fou, hein, clairement. Oui, oui, voilà. Mais après, voilà, par exemple, bah, pour recentrer un peu sur le public, du podcast, heu, je suis pratiquant de boxe ou de jiu-jitsu brésilien, et encore que peut-être je pense Génial. que les 2 c'est différent. Je mets quoi dans ma gourde pendant l'effort? Alors tu mets quoi? Tu mets déjà de l'eau, c'est bien. Oui, c'est un bon début. Oui et après tout dépend de la durée et de l'intensité de ton effort. Si ta durée dure environ, 45 minutes, 1 heure et que, c'est pas très intense, c'est-à-dire peut-être un peu de technique, Mmh. voilà, un peu de technique, un peu de sac, mais voilà, Tu vas pas te mettre dans le rouge. voilà, ça sera juste de l'eau honnêtement. Si Ouais. par contre, l'environnement est assez chaud, l'ambiance chaude, si tu t'entraînes, voilà, dans la salle, il fait chaud, surtout en JJB, hein. J'ai remarqué, c'est le sauna là-bas. C'est le sauna, ouais, ouais. Ben, là où tu vas beaucoup transpirer, quoi, en gros. Mmh. On va mettre un peu d'électrolytes, donc Mmh. c'est-à-dire des minéraux ou un peu de sel, d'accord? Une petite pincée, quelque chose comme ça pour pallier un petit peu à cette, perdition, en sels minéraux, importante. D'accord? Ouais.
si tu es à moins de 3 heures de durée euh, d'effort, c'est là où on mettra un petit peu de sucre, de glucides. Après, il faut bien choisir ses glucides aussi. Quand on est à moins de 3 heures, tu veux dire? C'est-à-dire qu'au-delà de 3 heures, c'est plus le sucre qui sera prioritaire, c'est ça? On sera sur, là, on pourrait mettre, oui, un petit peu de BCAA, par exemple, Et là, tu parles au-delà de 3 heures, c'est ça? au-delà de 3 heures, Euh, absolument. donc ça veut dire que le mec qui fait un entraînement de JJB ou de boxe ou d'autres arts martiaux, sport de combat, en général, ça dure pas plus de 3 heures un entraînement, Voilà, sinon vous avez une programmation un peu bizarre. oui. Euh, il met jamais de BCA, en fait. Franchement, c'est rare que je recommande. Par contre, si c'est plutôt des randories ou un sparring très Oui. intense, sparring dur, tu vois, Mhm. euh, la boisson d'effort sera très, très Avec donc des électrolytes et des glucides, oui, oui, oui. principalement. Ouais. Ouais, Il y a beaucoup de mélanges sur le marché comme ça. J'ai remarqué qu'en poudre, c'est très dur de trouver des électrolytes sans sucre. Pour... c'est rare. Chez Decathlon, moi, j'ai une petite marque, je crois que c'est Oversteam. Steam, je sais plus comment on dit ça. Et c'est en poudre aussi? Ou... Oui, c'est un peu, c'est des petits sachets, c'est sans sucre. Les seuls trucs que j'ai trouvés, c'est des pastilles effervescentes où t'as... Ah oui, c'est les pastilles de sodium, ça. C'est très, Ouais, très... c'est ça. Ouais. C'est que des électrolytes, quoi. Il n'y a pas de sucre. Et c'est vrai que quand je suis un peu limite et que j'ai pas envie de me... qu'en gros, j'ai pas de problème d'énergie, je ressens pas de problème d'énergie, je me prends plutôt ça pour Ouais. éviter. Je sais pas si c'est une bonne chose ou s'il faudrait rajouter des glucides. Euh, Ça dépend de plein de choses, comme je te l'ai dit, mais ça peut être très concentré, les pastilles. Donc, il faut quand hmm, même bien les diluer pour pas qu'il y ait oui. d'effet inverse sur les bienfaits de l'hydratation. Oui, oui, et puis certaines personnes aussi, parce que du coup, quand j'ai découvert ça, j'étais tout content de dire à tout le monde, vous avez vu, ça c'est fou, il y a des électrolytes et il n'y a pas de glucides. Mais il y en a qui le digèrent, enfin, ça crée des maux de ventre un petit peu, parce que ça reste une pastille effervescente qui se crée un peu de bulles, des choses comme ça. Enfin, c'est des trucs qui sont pas toujours agréables pendant l'entraînement. Moi, je le tolère bien, mais ne Voilà, l'essayez pas sur attention. un jour de gros sparring, quoi, ça peut être compliqué. Oui, c'est ça. Ou sinon, une petite pincée de sel, hein, d'accord? C'est vraiment en léger, bien sûr. Une pincée de sel de cuisine, hein, Oui, oh, bah voilà, bah, la méthode la plus la simple parfois. économique et ça peut être intéressant. Sinon, il y a plein d'électrolytes qui existent. D'accord, ok. Et ben écoute, merci beaucoup pour ton partage. Ça y est, c'est déjà Euh, fini. oui, oui, mais il n'y a pas de problème, hein, c'est très bien. Et puis là, tu vois, ça me met dans l'ambiance parce que je reçois cet après-midi Monsieur Gilles Lartigot. Super. Donc l'épisode sortira la semaine prochaine. Ok. Et comme ça, là, tu vois, je suis bien, je suis prêt, je suis dans le thème. Ouais. C'est Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les gens qui voudraient te suivre et te contacter pour un suivi, ils te retrouvent où? Alors, me contacter, plusieurs choses. Sur Instagram, c'est eldiet93, Mhm. où on retrouvera aussi mon site internet dans la bio, forcément. Ou sur Doctolib, on tape Laure Rubinstein et on me trouve facilement. D'accord. Et ben écoute, on mettra tout ça dans la description de l'épisode et puis dans les publications qu'on fera sur Instagram et sur Facebook. C'est gentil. Voilà, n'hésitez pas à contacter Laure, surtout si vous avez aimé ce podcast-là, même si c'est pas pour solliciter ses services. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui dire que vous avez apprécié. Ça fait toujours plaisir. Et en fait, le podcast, tu sais, c'est un format un peu particulier que j'aime bien parce que du coup, on a le temps de discuter. On n'est pas en Oui, live, tu vois, ça j'aime bien. c'est agréable. Mais par contre, il y a assez peu de retours. Les applications de podcast sont faites de telle façon que tu vois pas trop s'il y a des commentaires. Ok. C'est un peu compliqué. Donc, je voudrais que les auditeurs, ils n'hésitent pas à nous écrire, même sur Instagram, pour nous dire, OK, ça m'a plu, continuez, pour nous encourager un petit peu. Parce qu'on voit que les écoutes, elles augmentent.
mais ça. on ne sait pas forcément qui nous écoute, quelles sont leurs attentes, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Donc, Oui, 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 et s'il y a des questions, moi je suis ouverte à y répondre, même à bah, travers des posts, ou des stories. S'il y a des questions, des problématiques que les personnes rencontrent, je suis ouverte à la discussion, à l'échange, c'est ça que je veux dire. Et puis, si, après, si je peux donner les conseils qu'il faut à travers des posts Insta ou des stories, c'est avec grand, grand plaisir. Faut pas eh ben, hésiter à. c'est super. Merci à toi et je Merci, te souhaite une bonne après-midi. merci beaucoup à À bientôt. toi, Martin, et puis à bientôt. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux ou encore mieux l'envoyer à 1 voire 2 de vos amis. C'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.